Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Alors, on fait comment? Tu as l'actualité internationale, on va du côté du palais de Buckingham ou bien tu as une autre actualité? Non, on va aller au palais de Buckingham. On va parler de l'état de santé de Charles III, mais plus généralement, on va aussi un peu aborder la question de l'état de santé des dirigeants des États. Parce que ça, c'est selon les pays, selon les États, selon les cultures aussi, en quelque sorte, c'est une question qui est à la fois tellement sensible qu'on ne sait plus si on doit la traiter dans le champ du public ou bien la traiter dans le champ du privé. Mais pour revenir à la question de Charles III, effectivement, il faut savoir que le palais de Buckingham a annoncé à l'issue d'une opération de la vessie que Charles III a dû subir en raison d'examens qui avaient montré une inflammation de celle-ci. Et donc, à l'issue, et c'est durant l'opération que les médecins ont découvert une tumeur cancéreuse. Malheureusement, on ne dit pas de quel type de tumeur s'agit-il, ni l'endroit où elle se trouve, mais il est clair qu'ils ont annoncé que le roi Charles III souffrait d'un cancer. Et donc, à partir de là, les médecins ont demandé à Charles III donc, de suivre un traitement. Et ce traitement-là va demander à ce qu'il puisse alléger son agenda. C'est parce qu'il faut savoir qu'en tant que monarque, il a un certain nombre de prérogatives et donc il a un agenda très chargé parce qu'il doit représenter soit le pays à l'étranger ou bien participer à certaines œuvres caritatives à l'intérieur du pays. Et donc, ce qui fait que pour des raisons médicales, donc, les médecins ont donc décidé, lui ont suggéré et il a accepté d'alléger son calendrier, c'est-à-dire son agenda. Donc, il va signer la plupart des décrets qui lui seront soumis par le Premier ministre. Mais pour ce qui concerne les déplacements, pour ce qui concerne les audiences qu'il accorde régulièrement, à ce niveau-là, il va y avoir un peu une espèce de suspension des activités. Et donc, la grande nouveauté, par contre, en Angleterre, c'est le fait qu'il en parle. Parce qu'il faut savoir que... C'est la question que j'allais te poser. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on ne parlait pas de la question de l'état de santé des monarques. Pourquoi? Parce qu'on considère en Angleterre que c'est une question privée. Et donc, parler de la santé de quelqu'un, c'est s'immiscer dans sa vie privée. S'ils en parlent, c'est qu'il y a bien une raison. On a l'impression qu'il ne veut plus faire le travail. Non, c'est-à-dire qu'on voit bien que physiquement, c'est pas le top. Prenons le cas d'Élisabeth II. On savait depuis des années qu'elle était malade, mais on ne savait pas de quoi elle souffrait. Ce n'est qu'après sa mort, en novembre 2022, que l'on apprend qu'elle souffrait d'un cancer des os. Et donc, c'est après sa mort donc, que sa maladie avait été rendue publique. Mais de son vivant, même lorsque l'on voyait qu'elle était en train de son état de santé était vraiment en train de s'effriter, malgré tout, aucun journal n'a osé poser la question de savoir de quoi est-ce qu'elle souffrait exactement. Non pas que ça n'intéressait pas les Anglais, mais comme je l'ai dit, en Angleterre, on considère la question de la santé comme étant une question du domaine privé. Ce qui est à l'inverse, par exemple, des États-Unis. Aux États-Unis, on considère que le président de la République, étant donné qu'il est le représentant de la nation, donc il n'a pas de vie privée en quelque sorte. Et par conséquent, donc, son état de santé doit faire l'objet de publication d'un bulletin. C'est-à-dire qu'il faut qu'un médecin atteste chaque année que le président de la République, le président des États-Unis, est en pleine possession de ses capacités à la fois cognitives, physiques et autres. Cognitive, Biden. Même si, et c'est là où le bas blesse, même si maintenant, il y a une question de crédibilité. Il y a une question de crédibilité de ces médecins-là, parce qu'il faut savoir qu'ils reçoivent beaucoup de pression. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit un médecin qui délivre un certificat médical pour assurer qu'un président est en pleine forme, alors qu'en réalité, on voit bien que les choses ne marchent pas. C'était le cas pour François Mitterrand, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1981. C'est quelqu'un qui est en pleine forme, il a presque 60 ans. Et à partir de 82,
il se fait opérer une première fois de la vessie, et puis se pose la question de l'état de santé de François Mitterrand. Puis il va décider de rendre public son bulletin médical. Il va faire un bulletin médical chaque année pour rendre public son état de santé. On saura après sa mort qu'en réalité, à partir de 85-86, ce que disait ce bulletin l'année ne reflétait absolument pas la réalité. Son état au contraire, l'état de santé va s'aggraver. Et même s'il est réélu en 88, mais à partir de 90, véritablement, on va commencer à voir les effets de la maladie sur son corps. Et donc, ce n'est que quelques mois avant qu'il ne quitte l'Élysée qu'il va rendre public le fait qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Et c'est ce cancer de la prostate qui va l'emporter à peine, je crois, un mois après qu'il ait fait la passation avec Jacques Chirac. C'était, je crois, en janvier 96, si je ne m'abuse. Et donc, cette question-là de l'état de santé des chefs d'État fait que l'on soit d'un pays ou d'un autre, comme je l'ai dit, j'ai pris le cas des États-Unis où c'est public, en Angleterre, c'est plutôt privé. Et donc, ce qui est nouveau, c'est ça en Angleterre, c'est que Charles III, et c'est ça peut-être qui fait qu'on relaie beaucoup d'informations, c'est que lui-même, il est décidé de son propre chef de rendre public, évidemment, le fait qu'il soit malade, qu'il soit atteint d'un cancer. Même si on ne connaît pas de quel type de cancer, quel est l'état réel de sa santé. Mais je pense que de ce point de vue-là, le fait de rendre public sa maladie, c'est quelque chose qui dénote d'une volonté de transparence de Charles III, à l'opposé de sa mère. Il ne faut pas l'oublier. Il faut savoir qu'en 1973, avant, tous les souverains se faisaient soigner directement dans les hôpitaux publics par des médecins qui étaient là. En 1973, Élisabeth II va créer un organe qu'on appelle la Royal Medical Household, donc la maison royale médicale. Et en fait, cette maison royale médicale, c'est une maison c'est un service qui est dans Buckingham Palace, mais qui est dirigé par un médecin choisi par Élisabeth II. Et c'est ce médecin-là, aidé en cela par toute une panoplie d'experts, qui sont chargés de veiller à la santé du monarque et aussi des membres de la famille royale. La différence, c'est que le monarque n'est plus suivi, c'est-à-dire que pour faire son état de santé, il ne se déplace plus pour aller à l'hôpital, pour aller faire son bilan là-bas. Et le bilan est maintenant fait à Buckingham, et surtout que le dossier médical est tenu et gardé jalousement en dehors du circuit des hôpitaux publics. Et donc, à partir de là, il va y avoir ce petit changement-là, donc, c'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, sous Élisabeth II, renforcer le fait qu'on verrouille l'information liée à l'état de santé du roi ou de la reine. Et donc, c'est ça le grand changement. C'est vrai que lorsque Charles devient Édouard III, Charles devient Charles III, il a nommé une personnalité assez controversée à la tête de la Royal Medical Household qui s'appelle Michael Dixon. Alors Michael Dixon, lui, c'est quelqu'un qui est diplômé en psychologie. Puis après, il est allé faire une école de médecine. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui est controversé dans le paysage médical médiatique parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à recommander ce qu'on appelle les médecines alternatives, comme l'homéopathie. Or, une grande partie de l'intelligentsia médicale britannique estime que, par exemple, l'homéopathie, c'est pas une forme c'est pas de la médecine, ce qu'on appelle la médecine douce. Donc, le fait d'avoir recours à certaines potions et autres, qui sont parfois issus de la culture traditionnelle. Hein. Il y a beaucoup de médecins qui contestent cette médecine-là. Et donc, le fait que Charles III l'ait choisi, lui, comme le médecin en chef si tu veux, de Buckingham Palace ou du Palais Royal, c'est quelque chose qui avait énormément surpris les gens. Même si après Buckingham Palace s'est fendu en plusieurs communiqués pour expliquer que Michael Dixon, bien entendu, c'est quelqu'un qui disait qu'il était pour l'homéopathie, mais comme étant une espèce de médecine qui venait accompagner la médecine traditionnelle, d'accord ? Et que cette homéopathie, celle qui devait être utilisée, devait être faite en respectant les critères scientifiques, en apportant la preuve de l'efficacité, par exemple, du traitement. Donc, bref, c'est pour dire véritablement la différence de traitement de la question de l'état de santé des chefs d'État, notamment en Angleterre, où, comme je l'ai dit, on considère que la question, c'est une question privée. Mais par contre,
Là où il y a aussi une petite nuance, c'est que par exemple en Angleterre, les monarques vont rarement se faire soigner dans des officines privées. Pourquoi? Parce que ça date après la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que, et c'est surtout sous Élisabeth II que cela s'est renforcé, déjà il faut savoir que sous Édouard VI, le père d'Élisabeth II, eh ben, lui, il était un fervent défenseur de l'hôpital public. Et donc, il s'était toujours opposé à ce qu'il se fasse soigner dans des officines privées. Et donc, Élisabeth II a repris, si tu veux, cette habitude-là. Et donc, Charles III aussi suit. Donc, là-bas, la famille royale ne se soigne pas dans des officines privées, alors que rien ne les empêcherait d'aller se faire soigner dans des hôpitaux privés. Ils défendent, donc c'est parce que ce sont des défenseurs de l'hôpital public, et donc pour eux, c'est une manière aussi d'inciter les gens à aller vers l'hôpital public et à montrer l'efficacité de l'hôpital, même si ces derniers mois, on l'a vu, surtout après la Covid-19 et puis la question de l'inflation, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans les hôpitaux publics. Et ce qui a suscité, on se rappelle, il y a quelques mois, la première fois depuis une vingtaine d'années, on avait vu des médecins, des infirmiers et autres dans les hôpitaux entrer en grève, ce qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs décennies. Mais bref, la famille royale en Angleterre, elle est particulièrement, comme je l'ai dit, elle défend l'état de santé. Maintenant, pour revenir un peu de manière plus globale, l'état de santé des dirigeants des États, comme je l'ai dit, ça varie d'un pays à un autre. En Afrique, c'est la même chose. On voit des disparités en matière de traitement de l'information liées à l'état de santé du chef de l'État. Prenons le cas du Gabon. En 2018, on le sait tous, Ali Bongo avait fait un AVC, mais jamais au moment des faits, son cabinet n'avait admis qu'il avait subi ce grave accident vasculaire cérébral-là. Il aura fallu attendre que des journaux à l'étranger le disent pour qu'enfin on l'admette. Et puis toute la question après liée à l'état de santé réel d'Ali Bongo va être plus ou moins occultée. On va voir parfois des médecins signer des certificats médicaux. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle, certes qui a été annulée, dans laquelle on a vu des médecins certifiés attester que Ali Bongo était en parfaite possession de toutes ses capacités. Donc ça, évidemment, ça pose un peu la question de la sincérité des actes médicaux, en fait, de la sincérité des certificats médicaux délivrés par des médecins assermentés lorsqu'il s'agit de l'état de santé du président. Comme je l'ai dit, le Gabon n'est pas le seul pays où on a vu des médecins délivrer de faux, je ne dirais pas de faux, mais de mauvais certificats médicaux, parce que comme j'ai pris le cas de François Mitterrand, on le voit aussi, moi je suis certain, pour ce qui concerne Joe Biden, on ne dit pas la totale vérité, parce que ce que l'on voit de Joe Biden, les bourdes et tout ça là, ça ne cadre pas avec la vérité. Ça montre qu'il y a quand même une espèce de déphasage. Mais il y a par contre des périodes où le Gabon malheureusement n'est pas le seul. On a des pays où la question même de l'état de santé du président est tabou. On peut se retrouver en prison. Je prends le cas du Cameroun. Paul Biya a plus de 93 ans aujourd'hui. On ne connaît rien de son état de santé. C'est quelqu'un qui accorde très peu d'audience, qui reçoit très peu, il délègue beaucoup. Et donc, c'est quelqu'un qui est de moins en moins visible médiatiquement. Et donc, tout ça, évidemment, pèse sur la question de l'état de santé réel ou supposé de Paul Biya. Mais il n'est pas le seul. On a vu aussi par le passé que on avait vu par exemple des présidents en exercice être malades. C'était le cas de Mahamadou Buhari par exemple, qui avait passé 100 jours à l'étranger à l'insu des Nigérians. C'est-à-dire que pendant 3 mois, le président avait disparu des radars, on ne savait pas là où il était. On a appris après son retour qu'il était à Londres, qu'il avait subi une opération et qu'il avait connu une période de convalescence. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement impensable. Mais par contre, il y a des pays où véritablement, qui sont, je ne dirais pas de bons élèves, mais qui ont une autre attitude, qui ont une attitude plus transparente, comme c'est le cas du Maroc, où Mohamed VI n'a jamais caché son état de santé, la maladie qu'il traverse. Lui, il a décidé, en opposition par exemple à d'autres chefs d'État, à montrer véritablement, à faire la transparence sur son état de santé. Pourquoi certains chefs d'État décident de jouer la transparence ? Eh bien, pour 2 raisons.
d'abord pour susciter aussi de l'empathie de la part des compatriotes, pour montrer que derrière les immenses responsabilités qui sont derrière le fait qu'on a l'impression qu'ils vivent dans une bulle, mais non, ce sont des hommes comme tout autre, et donc ils font face aussi aux maladies comme tout autre. Et puis la deuxième chose, c'est souvent, quand ils parlent de la maladie en elle-même, c'est aussi pour une question de sensibilisation. Ils veulent sensibiliser l'opinion publique de leur pays sur cette maladie-là et parfois inciter les gens à faire des diagnostics, à se faire dépister pour que, dans le cas de la prévention, éviter d'avoir ces maladies-là. C'est aussi un peu la raison pour laquelle Charles III a décidé de rendre public son cancer, parce qu'il veut aussi que les Britanniques soient de plus en plus nombreux à aller se faire dépister. Est-ce qu'il peut décider d'abandonner le trône? Oui, il peut décider. Et qui va le remplacer? Bon, normalement, dans l'ordre de succession, s'il abdique, c'est évidemment le prince William qui va le duc de Buckingham. Oui, le duc de Buckingham. Mais il faut savoir que... Mais Harry, dans tout ça, le parent de René Ruth. Non, il est troisième, mais un peu, c'est comme on dirait, il n'est même pas troisième, parce que c'est William, après William, c'est le fils de William. Voilà, donc... après le premier fils de William, je pense que c'est le deuxième. Il faudrait peut-être que William et ses deux fils disparaissent pour que lui, Harry, puisse avoir une chance d'accéder au trône. Donc c'est quasiment mort pour lui. Oui, donc je te reposais la question, est-ce qu'il est capable d'abdiquer? Oui, il est capable d'abdiquer, mais évidemment, il n'y a pas que lui qui peut dire qui peut demander qu'il a dit. On a aussi celui qu'on appelle le Lord Chancelier. On a également le président de la Chambre des communes. On a le Lord juge en chef ou son suppléant qu'on appelle le Master of the Rolls. Bien entendu, l'abdication ne doit se faire qu'avec l'aval du médecin royal. Donc c'est le médecin royal qui doit valider le fait que le roi puisse abdiquer. Donc le roi peut avoir sa volonté d'abdiquer, et puis le médecin royal refuse. Non, le médecin royal ne peut pas refuser. C'est ce que je vous pose. Voilà, parce que le père Édouard, il avait abdiqué à cause d'une nana. Oui, mais ça c'est autre chose. Enfin, c'est pas c'est le grand-oncle. Georges. C'est le grand-oncle de Charles III qui avait abdiqué. Et ça avait été un véritable traumatisme, parce que dans toute l'histoire de la monarchie britannique, du moins sous les Windsor, on n'avait jamais vu un roi qui abdique, qui renonce au trône par amour. Parce qu'il ne faut pas oublier, il était tombé follement amoureux d'une américaine qui était d'abord protestante et qui était deux fois divorcée. Et donc, de ce point de vue-là, à l'époque, les règles étaient très rigides. Il choisissait soit d'épouser cette femme-là et abandonner le trône, ou bien conserver le trône de roi d'Angleterre et abandonner sa relation amoureuse. Donc Charles va limiter ses activités. Il va limiter ses activités pendant un moment, même si on ne connaît pas la durée du moment, puisqu'on ne connaît pas la gravité de la maladie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va considérablement alléger son agenda. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans l'Uda Fresh Morning, on revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.